Bonjour, ravi de vous retrouver ici avec les notaires de l'Isère pour parler des choses qui vous concernent. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de finances, cette fameuse loi qui régit à peu près tout dans votre vie et surtout qui concerne vos finances, les vôtres aussi, celles de l'État, ce sont les vôtres. Pour en parler, nous avons Maître Jérôme Cesbron à nos côtés. Bonjour Maître. Bonjour Georges. Et on le voit bien, cette loi de finances a été durement impactée par la crise sanitaire et forcément cet impact va se propager sur l'ensemble de ce qui fait l'économie du pays et bien sûr, les entreprises, puisque nous allons parler d'elles ensemble. Mais crise ne veut pas dire forcément que des mauvaises nouvelles, parce que, comme on l'a vu, la loi de finances intègre la crise. Je crois que vous avez quelques bonnes nouvelles, notamment concernant tous ces termes de CFE, taxes, voilà. Alors, je vous laisse détailler, parce que quand c'est des bonnes nouvelles, je préfère que vous les annonciez vous-même. Alors effectivement, cette loi de finances pour 2021 concerne essentiellement les entreprises. Traditionnellement, il y a deux sujets particuliers entreprises, mais dans le cadre contexte Covid que vous évoquez, les entreprises sont très présentes dans cette loi, et globalement plutôt avec des bonnes nouvelles. Et la première bonne nouvelle que vous évoquiez, ça va être une baisse significative, puisque ça va être une division par deux de plusieurs taxes qui sont supportées par les entreprises. La première d'entre elles, c'est la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une taxe qui est basée sur le chiffre d'affaires moins les charges, pour faire simple. Et cette taxe, eh bien, il y a un taux, et le taux pour toutes les tranches est divisé par deux. Donc pour chaque chef d'entreprise, le coût réel de la CVAE va être divisé par deux. Bon, ça c'est bien. Mais pas que. Mais pas que. Puisqu'il y a une deuxième taxe qui concerne également la fiscalité pour les collectivités locales, qui est basée cette fois sur les propriétés bâties industrielles. D'accord. Ces propriétés, elles sont taxées d'une part en taxe foncière, la TFPB, et d'autre part en CFE, la cotisation foncière des entreprises. Là aussi, par le mécanisme de la division par deux des taux de valeur locative, sans rentrer dans le détail, pour faire simple, là aussi, le coût final pour les entreprises va être divisé par deux. Donc, concrètement, rien à faire, pas de... Oui, il n'y a pas de démarche... Pas de démarche particulière, c'est une contribution qui est calculée, donc il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de recherche, il y a juste une bonne nouvelle qui va profiter à tous ceux qui payaient ces taxes, qui vont payer 2 fois moins cher. Bon, c'est bien de commencer comme ça déjà, on va essayer de continuer un petit peu. Parce qu'on l'a vu, on a parlé ensemble dans un autre podcast, que je vous invite à aller voir bien sûr, de la relation entre la loi de finances et ce qui peut toucher les particuliers. Et dans le cadre de ce podcast, je vais y arriver, on a parlé de l'abandon des loyers. Alors, l'abandon des loyers, c'est quoi? Ça concerne qui? Qui abandonne quoi et comment, en fait? Alors, la question qui se pose, c'est les loyers commerciaux. Et on sait que certaines entreprises ont du mal à payer leurs loyers parce que les rentrées ne sont pas là. Alors, faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question sur les conséquences fiscales de l'abandon de loyer, une question qui est très fréquemment posée, c'est est-ce que le Covid permet aux locataires de ne pas payer les loyers? Ça a été débattu. La réponse essentiellement est non. Le Covid n'est pas une bonne raison pour ne pas payer. Toutefois, on a un arrêt tout récent d'un tribunal, donc ça a moins de valeur évidemment que la Cour de cassation, mais du tribunal de Paris du 20 janvier, donc c'est vraiment tout récent, qui a autorisé exceptionnellement le locataire à ne pas payer pour la période du premier confinement. Ça peut faire jurisprudence? C'est une vraie question. Pour l'instant, toutes les décisions étaient dans le sens, y compris la Cour d'appel de Grenoble, mais c'est tellement récent que on peut vraiment se poser cette question, donc, qui n'est pas la loi de finances, mais qui concerne les loyers. Pour en revenir à votre question, il y a deux dispositifs qui concernent donc les bailleurs professionnels, quelle que soit leur catégorie d'imposition. Et la première d'entre elles, c'est une disposition qui permet la déductibilité des loyers, c'est-à-dire pour le bailleur, le fait de ne pas être imposé sur les loyers qu'il a abandonnés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En temps normal, c'est un acte anormal de gestion, il est imposé dessus. Provisoirement, ponctuellement, s'il abandonne les loyers jusqu'au 30 juin de cette année, 2021, eh bien, il ne sera pas imposé sur les loyers abandonnés. Et puis, il y a une deuxième mesure
plus ciblé, qui consiste en un crédit d'impôt, c'est-à-dire un remboursement de la moitié du loyer du mois de novembre qui serait abandonné par le propriétaire. Novembre 2020. Hein. Novembre 2020. Parce qu'on espère qu'en novembre 2021, on ira un peu mieux. On l'espère aussi. Donc voilà, les deux mesures fiscales qui présentent un petit avantage. Alors, c'est toujours bien reprendre. Ça fait partie des mesures de soutien à l'activité globale, il faut le dire. C'est quand même des choses qui sont importantes pour les entreprises. Tout n'est pas rose, mais autant parler aussi des bonnes nouvelles. Alors après, pour être un petit peu plus technique, vous avez évoqué avec moi, quand on préparait cet entretien, de leaseback. En fait, j'ai noté, hein, donc je ne suis pas un spécialiste et vous allez m'éclairer. Ça consiste à vendre son bâti et à le louer ensuite. Bon, alors, en gros, on va expliquer aux chefs d'entreprise qui nous regardent, fort nombreux bien sûr, ce que c'est que le leaseback et quel est l'intérêt pour les entreprises de pratiquer le leaseback. Alors, le leaseback, c'est quelque chose qui existait avant. Il y a un apport fiscal sur lequel on va revenir, mais le leaseback qui a toujours existé, c'est la possibilité pour un propriétaire de ses locaux commerciaux, de ses locaux professionnels plus exactement, de revendre ce bien à un organisme de crédit-bail, et dans le même temps de le louer sous forme de crédit-bail. Donc ça permet de générer de la trésorerie immédiate, puisque j'avais un bien dont j'étais propriétaire, qui ne me rapportait rien, je le vends et je le loue. D'accord. Donc j'ai de la trésorerie tout de suite, mais je vais repayer des loyers sur la durée du crédit-bail. Trésor, c'est argent. Hein. C'est de l'argent, voilà. C'est du cash. Ouais. En temps normal, l'utilisation de ce crédit, de ce leaseback, est fiscalement pénalisant, puisque l'année où je vends mon bien, je constate potentiellement une plus-value importante. Forcément. Et je paye de l'impôt dessus. Eh oui. Donc c'est pas terrible. Et l'apport de cette loi de finances, c'est de dire que cette plus-value, au lieu de la déclarer et de la payer sur l'exercice de vente, je vais la lisser sur la durée du crédit-bail. Moins douloureux. Pas douloureux du tout. Parfait. Parce que je vais avoir une charge qui est mon loyer de crédit-bail, je vais avoir un produit qui est ma plus-value, plus au pouls qui se compense, pas d'impôt. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour toute cette population. Et notamment, parmi les plus touchés, on a les hôteliers. Les hôteliers ont un vrai enjeu à mettre en œuvre cette démarche. Donc là, contrairement à ce qu'on disait sur la baisse de la CVAE, c'est pas quelque chose qui va tomber tout cuit, tout cru. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, il faut réfléchir. Et c'est là que vous intervenez. Et c'est là qu'on peut intervenir pour aider ces professionnels. Très bien. Une autre mesure, alors elle est encore plus technique, et là je ne me permettrai même pas de l'introduire, c'est la réévaluation libre des actifs au bilan. Alors on rentre vraiment dans le dur, si vous permettez l'expression. Réévaluation libre des actifs au bilan. Alors là, il faut vraiment m'expliquer. Alors, l'idée, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que le leaseback. Oui. Mais sans l'apport de trésor. L'idée, c'est de dire que, en théorie, dans mon bilan, j'ai mes actifs immobilisés, mes immeubles, par exemple, qui sont portés pour leur valeur historique, leur valeur d'achat, et qui ne se réévaluent pas. Or, mon bien, si je l'ai depuis 20 ans, aujourd'hui, il a une valeur nettement plus importante. Oui. Donc là aussi, en temps normal, j'ai toujours cette possibilité de le réévaluer, c'est-à-dire de dire, il était pour 100 dans mon bilan, aujourd'hui il vaut 1000, je le porte pour 1000. D'accord. Mais en contrepartie, je comptabilise un écart de réévaluation pour 900. D'accord. L'intérêt de l'opération, c'est d'avoir un bilan, j'allais dire plus sexy, mais plus réel aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, si je vais à la banque pour présenter une demande de prêt avec un bilan qui reflète mieux la réalité de mon entreprise, la valeur de mon entreprise, j'ai plus de chances d'obtenir un prêt. Vous expliquez en fait qu'il faut que les chefs d'entreprise regardent effectivement la valeur de ce qu'ils ont pour bien se rendre compte de la qualité globale de leur avoir en fait. Pour dire, peut-être que cette année ça marche beaucoup moins bien, mais les locaux que j'avais, ils valent pas 100, ils valent 1000. Allons-y, ayez confiance, prêtez-moi. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, les chefs d'entreprise ont conscience, c'est surtout le prouver à leurs interlocuteurs et notamment aux partenaires bancaires. Et là, c'est vous qui vous occupez de ça. Et là, on peut également s'occuper de ça. Et pour revenir sur la fiscalité, puisque là aussi,
En temps normal, cette opération de réévaluation est pénalisante fiscalement, Oui. puisque mon écart de réévaluation génère un résultat exceptionnel qui est imposé l'année où je pratique la réévaluation. Donc pas bien. Même état d'esprit que le leaseback, Oui. je vais pouvoir étaler mon écart de réévaluation sur une durée, alors techniquement ça va dépendre des amortissements, mais sur 5 ou 15 ans. Donc au lieu de payer tout de suite, je le reporte. Et comme je vais réamortir mon bien sur sa nouvelle valeur, je vais neutraliser là aussi, amortissement, écart de réévaluation, fiscalité zéro. Maître Jérôme Cesbron, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez eu quelques bonnes nouvelles. À vous de les mettre en œuvre et pour ce faire, bien sûr, contactez votre notaire, il vous aidera. Et rendez-vous à un prochain podcast qui, je l'espère, vous apportera encore d'autres solutions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.